Salut les devins, c'est Saikyo. Bienvenue dans ma review du chapitre numéro 78 du manga Dragon Ball Super. Et quel chapitre nous a été livré là. Autant les mois précédents, je trouvais qu'on avait des bons chapitres, mais peut-être pas autant que ce que la clameur collective pouvait le sous-entendre. Et j'étais quand même content de voir les gens kiffer les chapitres, forcément. Mais ce mois-ci, vraiment, la barre a été mise relativement haute dans Dragon Ball Super avec le numéro 78, qui apporte beaucoup de réjouissance sur tous les aspects du terme. Une histoire clairement développée et bien ficelée avec pas mal de références à beaucoup de choses, même très implicites, très cachées à Dragon Ball, et je pense que je ne pourrai même pas toutes les énumérer dans cette vidéo tellement il y en a. L'aspect visuel qui est également très réussi à la fois pour dépeindre les moments de parole plutôt posés, mais ainsi qu'une action survoltée avec l'apparition de Gas à la fin dont on va bien sûr discuter. La mise en scène qui continue d'aller en s'améliorant, ou en tout cas elle est plus ou moins du même niveau que sur le chapitre précédent qui lui-même avait relevé la barre, donc c'est une bonne chose. L'histoire est cohérente, claire, remplie de symboliques, avec pas mal également de mystères, dont vraiment un très bon cru ce mois-ci avec le chapitre numéro 78. Le prochain 79 qui pour le moment officiellement est attendu pour le 20 décembre. Je vous dirais de faire tout de même un petit peu attention à cette date, même si elle est officielle, mais des fois les dates officielles sont aussi changées, parce que je me dis qu'il y a la Jump Festa les 18 et 19 décembre, et ça arrive assez souvent qu'ils changent la date de sortie des magazines au Japon par rapport à ce type d'événement pour pouvoir les vendre sur place. Donc il se pourrait que d'ici quelques jours ou semaines, ils nous mettent à jour ce planning de sortie du chapitre et que ça soit un petit peu plus tôt. Le 17 ou le 18 pourquoi pas, mais en tout cas sachez que comme tous les mois ça reste autour du 20 et que je vous tiendrai au courant aussi bien à la fois de sa date de sortie que des divers spoilers, résumés complets comme je le fais toujours sur cette même chaîne YouTube et mes réseaux sociaux dont en particulier Twitter, n'hésitez pas à aller me follow, @saikyo20. On se retrouve avec un chapitre 78 qui porte pour titre le vœu de Gas, là où on aurait pu croire que ça serait plutôt le vœu des Hitters ou le vœu de Elec, qui tient un petit peu le rôle de chef de cet escadron fraternel. Eh bien non, c'est le vœu de Gas. Alors le début de chapitre est somme toute assez classique, mais je m'interroge à propos de ce vœu de Gas et je ne vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans, je présume que si vous êtes là, c'est que vous avez soit lu le chapitre, soit suivi mon résumé, je vous en remercie, soit je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui découvrent l'histoire des chapitres au gré de mes reviews, donc dans les trois cas vraiment merci. Eh bien le vœu de Gas, en tout cas qui a été fait par Elec, c'est que Gas est devenu le nouveau guerrier le plus puissant de l'univers. Et à vrai dire, c'est le vrai gros seul point noir / point d'interrogation du chapitre. Parce que tout le reste est vraiment des plus appréciables. Vraiment, ce chapitre m'a mis bien. J'ai encore quelques petites interrogations sur Monaito, on va s'en parler après, mais c'est plus du chipotage qu'autre chose. Mais bon, la zone d'ombre, ça reste Gas, avec son vœu de devenir le calife à la place du calife, donc en devenant le plus puissant à la place du plus puissant. Et même les personnages, Vegeta en particulier, sont exaspérés de cette terminologie. Encore tu me parles de plus puissant, sous-entendu que ça veut pas dire grand chose. Et on a vu ce que ça donnait sur Granola, le manque d'expérience, etc. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à ce vœu. Je pense que certaines, à minima, vont trouver des réponses, dont notamment, pourquoi nous dire que c'était un vœu au préalable de Gas? Quand ils nous disent que devenir le plus puissant de l'univers, c'est le vœu de Gas, est-ce que c'est le vœu au sens où il a une nature guerrière, même si Gas est méchant, ça reste un guerrier, fondamentalement, comme Goku, Vegeta, etc. Et en soi, le guerrier cherche à toujours se confronter à des adversaires plus puissants que lui pour devenir à terme lui-même le plus puissant. Et c'est aussi partiellement la philosophie des sports de combat dans la vraie vie, et c'est plutôt louable. Donc est-ce que c'était un vœu au sens symbolique, en voulant dire que oui, au fil de sa vie, Gas désire devenir le plus puissant au fil de ses rencontres, de ses combats, de ses affrontements et de ses méfaits? Ou alors était-ce vraiment techniquement et concrètement le vœu que Gas aurait souhaité devant Torumbo d'obtenir un cheat code et devenir le plus puissant? Et là, bien sûr, c'est beaucoup moins noble. Mais rappelons une nouvelle fois qu'à la fois Gas et Granola s'en foutent un petit peu vu leur posture dans le scénario et dans l'écriture, d'outrepasser toutes les règles et la philosophie de Dragon Ball, d'évoluer avec la plus belle des manières. C'est le rôle d'adversaire comme Granola ou d'antagoniste comme Gas d'outrepasser toutes les règles. Et ça a toujours été un petit peu ça dans Dragon Ball, si vous regardez bien. Rares sont les ennemis ou les adversaires qui se sont beaucoup entraînés pour y arriver, qui en sont arrivés là à la dure. Si je me base sur les gros ennemis principaux depuis que Son Goku est adulte, c'est à peu près toujours ça. Freezer, il est né surpuissant, il se sera entraîné que 4 mois, mais beaucoup plus tard. Au moment de l'arc Namek, il s'était jamais entraîné, il était déjà à un niveau de fou. Cell a absorbé de l'énergie vitale des humains, puis il a absorbé les cyborgs. Majin Buu a absorbé, mais 10 fois plus que Cell lui-même. Beerus en tant qu'adversaire, dans le scénario, c'est une divinité surpuissante de la destruction, donc c'est bon, il est puissant et on ferme notre bouche. Il était cheaté de base, et il passe son temps à manger et à dormir. Et du coup, toute cette logique a continué de s'appliquer dans Dragon Ball Super. Je vais pas tous les faire, mais la fusion Gatai Zamasu, etc. À part Jiren, au final, il n'y a pas grand monde qui s'est débrouillé par lui-même pour devenir très puissant dans Dragon Ball Super. Ça ne déroge pas à la règle ici.
Je m'interroge sur la pertinence de la redondance de ce vœu en fait, pourquoi faire 2 fois d'affilée le même vœu, surtout que là le dragon est de nouveau invocable. Par exemple, il suffit de repartir à la quête de Dragon Ball pour le rappeler. Peut-être même que Elec a été suffisamment intelligent pour les retrouver immédiatement, il peut refaire un vœu. Alors bien sûr, derrière il doit y avoir une condition. Le vœu ne nous a pas été montré, il y a plein de choses dont on doit discuter, mais c'est une interrogation qui, si ne mène à rien dans les prochains chapitres, c'est pour ça que je veux pas juger aujourd'hui, pourrait être un défaut. Mais bon, je pense que des explications futures, il y en aura, vu que Elec dit bien que ce vœu n'est qu'une partie d'un grand plan, qui est d'atteindre leur but au pluriel d'ailleurs, aux Eaters. Donc je pense vraiment que c'était juste une simple étape. Ce vœu, ça veut dire qu'il y a bien plus grand comme projet que de rendre Gas l'ennemi actuel le plus puissant. Peut-être que Elec et les autres vont aussi accéder à ce type de puissance-là. Peut-être qu'ils vont arriver à une menace qui n'est pas à combattre. Ça serait intelligent d'apporter ça dans Dragon Ball pour une fois. Une forme de menace détournée, comme ils ont fait d'ailleurs avec le tournoi du pouvoir. On n'allait pas combattre les Zeno, mais ils étaient une menace pour le multivers. D'un claquement de doigts, ils les détruisaient. Pour poursuivre, j'ai beaucoup apprécié le fait que Granola au final se mette un petit peu à ma place dans la review du mois dernier. À se demander pourquoi est-ce que Monaito l'a laissé pour un con travailler pour les Eaters pendant tant d'années, tant de décennies en tant que chasseur de primes, alors que les Eaters et Elec en particulier ont tué sa propre mère et qu'il y aurait probablement eu d'autres solutions. D'ailleurs, j'ai bien aimé la phase où Goku va venir séparer le coup de colère qu'il y a de Granola vis-à-vis de Monaito. On sent la maturité dans Son Goku et j'apprécie. On entend les explications de Monaito. Personnellement, je trouve qu'elles ne sont qu'à moitié recevables. En tout cas, ce sont des explications recevables et que l'on arrive à entendre en se disant que Monaito était terrifié, terrorisé par la menace des Eaters, par le fait de perdre celui qu'il assimile comme son propre fils. Je peux le comprendre, bien sûr, et peut-être que dans une situation similaire, je ferais pareil. Mais bon, je me dis qu'il y avait peut-être moyen de machiner quelque chose, parce que ça reste un Namek, il a des petits pouvoirs magiques sympas, Granola qui monte en puissance. Je pense qu'une fois adulte, il y avait peut-être quelque chose à mettre en avant par rapport à ça, et qu'un personnage aussi intelligent que Monaito, qui a eu le temps de maturer le sujet depuis toutes ces décennies, aurait pu se dire que Granola adulte, de plus en plus puissant, entendrait un jour ou l'autre parler des Dragon Ball, surtout qu'il y en a une qui est disposée sur un espèce de tagine chez Monaito, je vous le rappelle, et ça pourrait lui donner de la suite dans les idées. Donc vaut mieux prévenir que guérir, et malheureusement Monaito se retrouve aujourd'hui à prodiguer des soins dans tous les sens du terme, plutôt qu'à prévenir le mal actuel. Donc je suis moyennement, on va dire, satisfait par cette explication de Gas, mais comme je l'avais dit dans la vidéo de spoiler, c'est aussi un petit peu normal, il faut que des personnages dans un scénario fassent des erreurs. Imaginez que tout le monde soit des espèces de Aizen là, de Bleach, et qu'ils soient tous mastermind, etc. On s'en sortirait plus. Il faut qu'il y ait quelques déficiences volontaires prévues par les auteurs quelque part pour que l'on arrive à déverrouiller des situations. Et là, on en arrive sur une scène assez intéressante qui va soulever beaucoup de mystères par rapport au cas de Bardock. D'ailleurs, il y a eu un différent par rapport aux traductions du résumé que je vous avais fourni. À l'intérieur, si on reprend le résumé original anglais qui nous a été fourni par Redon, il nous disait que, soi-disant, d'après les propos de Monaito, bon, c'est la seule erreur du résumé, on va lui pardonner à Redon, c'est pas grave, c'était plus une erreur de tournure de phrase que de traduction d'ailleurs. On aurait cru, d'après le résumé, que Vegeta demande à Monaito si Bardock a vaincu Gas ou pas. Monaito répond que Bardock a gagné, et aurait répondu que Bardock était tellement puissant qu'il a réussi à vaincre Gas, c'est ce qu'on a compris du résumé. Sauf que la bonne traduction, la bonne tournure de phrase, dans le chapitre officiel 78, nous dit que oui, Bardock a bien vaincu Gas, sauf que Monaito semble avoir du mal à l'expliquer, ou en tout cas semble vouloir nous proposer une explication supplémentaire et particulière, car Bardock n'était pas au niveau, a priori, par rapport à Gas qui était surpuissant déjà. Après, ça reste surpuissant par rapport à l'époque, bien sûr, mais imaginons que ce petit Gas avait le niveau de Freezer première forme, ça aurait été déjà énormissime pour l'époque. Ça voudrait dire que ça aurait forcé Freezer à passer dans la deuxième pour le vaincre. Et ça courait pas les rues, les gars, comme ça à l'époque. Donc, d'après ce que l'on comprend de cette discussion, Gas surclassait Bardock. Bardock qui a sûrement fait du mieux qu'il pouvait, on le connaît, mais il s'est passé quelque chose pour que Bardock ait vaincu Gas. Et au moment où Monaito s'apprêtait à l'expliquer, le ciel s'assombrit, Torombo le dragon est invoqué par Elec et cela vient couper les explications, j'ai envie de dire, pile au meilleur moment. On aurait pu apprendre quelque chose. Si vous étiez passé dans ma vidéo de spoiler, je vous avais fait part d'une théorie qui provenait de mes propres abonnés que je vous retransmets ici. Elle m'a été proposée par de nombreux d'entre eux d'ailleurs lors de la review, dès la review du précédent chapitre, le 77, à savoir que Bardock aurait pu, sans même trop comprendre ce qui s'est passé, accéder temporairement, sans le maîtriser, au Super Saiyan pour vaincre Gas. Ça aurait multiplié sa puissance par 50 et ça aurait expliqué la finalité du combat. Je ne vais pas forcément répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je disais les pour, les contre, etc. Peut-être même que j'y dédierai une vidéo beaucoup plus ample pour apporter de nouveaux détails à la théorie,
mais c'est vrai que ça serait à la fois frustrant, presque incohérent, et en même temps très satisfaisant avec une belle symbolique que cela se produise. Et en faisant cela, c'est vrai que ça ferait du lien avec une ancienne itération de Bardock, celle de Madame Naoshi, l'épisode of Bardock, là où il devenait Super Saiyan face à Childe, qui ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, je préfère le répéter ici, donc ça ferait une référence, un easter egg en quelque sorte à ça, mais d'une manière détournée, et apportée autrement dans l'écriture, parce que, au final, dans Dragon Ball Super, le Super Saiyan de la légende resterait Yamoshi, conformément à l'interview de Toriyama, mais celui qui l'aurait ravivé, qui l'aurait remis au goût du jour en tant que menace aux yeux de Freezer et de son empire, serait Bardock. Comme j'avais pu le dire, un soldat au Freezer lui-même qui était en approche de céréales se serait aperçu que ce combat-là a lieu, Freezer l'aurait vraiment pris en considération et du coup aurait décidé ensuite de rassembler les Saiyans pour les exploser sur Vegeta. Ça expliquerait pourquoi si soudainement on passe d'une armée qu'il utilisait à une armée vis-à-vis de laquelle il a terriblement peur que le Super Saiyan arrive, que le Super Saiyan se généralise, pourquoi pas, que les Saiyans se rassemblent à Ozaru pour affronter son empire. Peut-être parce qu'il aurait vu jusqu'où cela peut aller, ou alors de manière encore plus simple, même si Freezer ou ses soldats ne l'ont pas vu, on sait que Freezer faisait affaire avec les Eaters. Je me dis que de manière très concrète et cohérente, Freezer doit savoir quel est le niveau de puissance à peu près de Elec et de Gas et tout ça. En tout cas, il doit savoir que Gas ne rigole pas au combat, qu'il doit au moins être au niveau de Zarbon et tout. Et s'il voit Gas qui vient de prendre une raclée, qui est en sang, qui est blessé, il va forcément lui adresser la parole, forcément lui demander ce qui lui est arrivé. Et là, il va dire « j'ai perdu contre un Saiyan ». Freezer ne va pas comprendre comment cela est possible, et peut-être que Gas va lui dire « ses cheveux sont devenus tout jaunes d'un coup ». Et sa puissance a été démultipliée. Je pense que c'est une possibilité. Mais bon, comme je l'ai dit, gardons des pincettes par rapport à ça, ça va peut-être un petit peu trop loin, ça remettrait peut-être un petit peu trop de choses en cause dans Dragon Ball, mais je pense qu'ils en sont capables. Si c'est bien ficelé, bien écrit, ça peut passer. On en arrive donc à ce vœu de Elec, et là encore une fois, questionnement, parce que ça va très très vite dans le chapitre. Et d'ailleurs c'est plutôt pas mal fait ainsi, on reviendra sur les détails plus tard, mais du coup, le vœu de Elec, normalement c'est cérémonial, un vœu auprès d'un dragon sacré dans Dragon Ball, même en langage des dieux, d'habitude on prend le temps de nous montrer qu'est-ce qui a été prononcé en fait comme terme. Et du coup là ce n'est pas le cas. Elec fait face au dragon, il lui demande quel est son vœu, en 2 pages le ciel passe de noir à bleu ou de je ne sais quelle couleur il est sur céréales, et puis ça y est, c'est réglé. L'intitulé du vœu n'est pas donné, et non plus la négociation derrière, parce que là on se retrouve face à Torombo. Torombo impose une condition pour réaliser un vœu d'une telle envergure. Et je pense que le nerf de la guerre est sûrement là, parce que là il peut se passer énormément de choses. Déjà, la capacité, la qualité des pouvoirs de Gas dépendra de la tournure étymologique de la phrase de Elec. Sans parler de négociation ou quoi que ce soit, de trahison même, rien que ça, rien que la phrase, parce que vous l'avez vu, la phrase de Granola a fait qu'il soit devenu le plus puissant de l'univers à un instant T. Une fois arrivé à l'instant T plus 1, il était déjà plus, ou presque plus, le plus puissant de l'univers. Il était en train de se faire rattraper. Donc ça déjà c'était important, mais aussi, là on ne sait pas ce que Elec a pu demander au dragon, ce que le dragon a demandé à Elec, on ne sait pas si c'est de l'espérance de vie qui a été sacrifiée ou non, est-ce que le deal est d'une toute autre envergure, est-ce que Elec serait capable de trahir son propre sang, à savoir Gas, pour arriver à ses propres fins, est-ce que Gas ne va pas périr justement à cause de ce vœu qui l'aura rendu temporairement le plus puissant de l'univers, mais une fois que l'histoire est réglée, la vie tout entière de Gas appartiendrait à Torombo d'une certaine manière, et Elec lui trônerait sur l'empire de Freezer tranquillement, il s'en foutrait un petit peu de ses frères et sœurs. Étant donné qu'on a tendance à comparer ce groupe à celui de Bojack, on se rappellera qu'il y avait des trahisons aussi à l'intérieur du groupe de Bojack. Bon, ce groupe-là a l'air un petit peu plus soudé, mais Elec, je pense que personne d'entre nous n'arrive à le sentir, et donc je suis extrêmement curieux de ce qu'il a pu demander, de ce qu'il a pu dire, car ça va être crucial pour l'avenir, aussi bien l'avenir des méchants eux-mêmes, les Eaters, que de l'avenir des héros. Suite à ça, on en arrive sur une scène de grosse tension, malheureusement pas d'explication sur Bardock comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé les cases dans lesquelles Goku et Vegeta sont en train de ressentir le ki énormissime de Gas qui est en train de se signaler, d'ailleurs c'est logique que le ki de Gas soit perceptible vu que Torombo ne fait pas de Granola ni de Gas un dieu, mais l'être mortel le plus puissant, même si on se rend compte qu'il y a du Hakai et tout ça, mais en tout cas la nature de leur ki à Granola et Gas a priori reste du ki mortel et non divin. Mais bon, là on se retrouve dans un cas où Gas, il y a 40 ans en arrière, était tout jeune, déjà assez puissant pour son époque. Il devait faire partie des tops de l'univers 7 à l'époque, même si ça volait pas bien haut, mais quand même. Depuis 40 ans, de l'eau a coulé sous les ponts, il a sa frustration d'avoir perdu face à Bardock, il a dû donc s'entraîner énormément, se battre à droite et à gauche pour diverses affaires, il a progressé. Donc aujourd'hui dans Dragon Ball Super, le Gas que l'on connaît n'a pas un niveau énorme avant le vœu, mais il a un niveau sympa, et il avait un niveau bien meilleur par rapport à celui de Granola, et par rapport à cette bien meilleure base de contrôle de sa puissance, on va formuler un vœu pour le rendre le nouveau plus puissant de l'univers,
sachant qu'il venait d'y en avoir un tout nouveau, à savoir Granola, qui a élevé la barre encore plus haut que précédemment. Donc forcément que le résultat sur Gas est détonnant. Forcément que, a priori, il surpasse Granola. On verra par rapport à l'ouverture qui nous est proposée avec ce qui se passe autour du haricot magique et tout ça. Mais normalement, là, si la théorie devient la pratique, eh bien il devrait être vraiment le numéro 1 parmi tous les mortels. J'ai bien aimé d'ailleurs l'humour qui peut être apporté dans ce chapitre-là, qui ne vient pas parodier ce qu'est originellement Dragon Ball, qui est plutôt pertinent, qui est plutôt efficient, dont notamment l'entrée en scène de Gas avec les deux hitters qui viennent fanfaronner, Maki donc et Oil. On va passer rapidement sur cette scène-là parce que bon, les échanges avec les héros ne sont pas très importants, si ce n'est que Goku et Vegeta vont apprendre l'existence de Torombo sur Céréales, enfin j'ai envie de dire, et ça soulève encore une fois la question de que va devenir Monaito. Si jamais Elec ne souhaite pas faire des vœux en chaîne, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire tout de suite repartir à la quête des Dragon Ball, il peut tout simplement aussi tuer Monaito. En tuant Monaito, tu tues Torombo. Donc ça peut être d'une pierre deux coups. Mais en tout cas, j'ai bien aimé un petit peu cette scène où il fanfaronnait là, les hitters. Ça faisait très Dragon Ball, ça faisait un petit peu humour à la Gotenks, un peu ce genre de choses. Lorsqu'ils annoncent l'apparition de Gas, je trouve que cette page-là est absolument sublime. D'ailleurs, lorsqu'il apparaît, il a grandi, il a changé. D'ailleurs, j'ai vu des personnes se plaindre du fait que Gas avait grandi alors que Granola n'aurait pas bougé d'un poil lorsqu'il a fait son vœu. Alors ça, c'est des conneries, laissez-moi le dire. Je préfère vous rappeler que lorsque Gas a formulé son vœu, il est revenu comme ça, avec son espèce de chevelure à la Super Saiyan 3. C'était le moyen de nous montrer qu'il avait pris une forme de maturité ou d'âge grâce au dragon. Et là, étant donné qu'il y a 40 ans en arrière, Gas avait l'air enfant, que à l'époque actuelle, il avait l'air adolescent, ils lui ont donné un look adulte avec la musculature, etc. qui va avec, et je trouve que ce design abouti est vraiment très stylé. Ça me fait penser un petit peu, même si ça ressemble pas du tout, aux 3 versions de Cell. La dernière est vraiment la plus classe, et là aussi avec Gas. D'ailleurs, le fait de se dire que Gas, il y a 40 ans en arrière, était sous forme d'enfant, 40 ans plus tard, il a l'air adolescent, et en faisant un vœu, ça nous montre à quoi il ressemblerait potentiellement adulte. Si Gas a sacrifié de son espérance de vie, comme l'a fait Granola, j'ose me dire que les hitters, et Gas y compris, ont une espérance de vie supérieure à celle des Céraliens. Donc plus d'années de vie à sacrifier à Torombo, plus de puissance qui aurait pu lui être accordée, en plus de tous les critères de puissance que j'ai cités il y a 2 minutes en arrière. Tout ça pour dire que si Gas a été jusqu'à sacrifier 500 années de sa propre vie, et que Granola en a sacrifié 147 à peu près, ce qui est déjà beaucoup, bah imaginez ce que Torombo a pu derrière déverrouiller comme pouvoir. Mais bon, il y a toujours ce limitateur à prendre en compte qui est celui du pouvoir des dieux de la destruction. Scénaristiquement, c'est difficile à gérer, je trouve ça, parce qu'on a déjà des mortels, Goku, Vegeta, qui frisent les pouvoirs des Akaishin. On fait faire des vœux à d'autres mecs qui les rendent surpuissants par rapport à Goku et Vegeta, mais qui en théorie restent inférieurs à Beerus. C'est difficile de maintenir cette échelle de puissance et de la comprendre en tout cas. Mais bon, au-delà de ça, Gas fait son entrée. C'est vraiment, je me répète, mais vraiment c'est important, mon chara-design préféré de Gas. Je trouve que là c'est très réussi, c'est très approprié. Ça pourrait être l'ennemi final de l'arc que franchement je validerais. Il manque un petit peu de côté spectacle, on va dire. Vous savez, des auras, peut-être un développement musculaire un peu impressionnant, etc. Mais je trouve que pour une première apparition, franchement c'est super stylé. Surtout que là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec ces vêtements un peu pointus comme ça, avec ce vêtement qui fait un prolongement au niveau des jambes et tout ça, ses épaulettes et tout, j'ai vraiment l'impression que, et les oreilles pointues bien sûr, j'ai vraiment l'impression qu'on a des personnages qui se rapprochent de plus en plus des êtres démoniaques. J'avais déjà théorisé sur ça d'ailleurs sur une de mes vidéos et peut-être dans un live aussi, peut-être sur la chaîne de Jefonce, je le salue s'il passe par là. Je vais vous la refaire en bref celle-ci de théorie, à savoir que, vu le design de base des hitters qui ressemblent un petit peu à des Kaioshin méchants, oreilles pointues, ils portent des vêtements qui ressemblent, ils ont des ornements façon collier un petit peu étranges, ésotériques presque. Je m'étais dit que pourquoi pas ces êtres-là pourraient être l'avènement d'une nouvelle forme de démon dans Dragon Ball. On connaît déjà les démons à la Dabura par exemple, mais en fait des êtres qui sont mortels, qui sont normaux en fait, les hitters, mais qui en faisant certains vœux comme Gas, pourraient obtenir en quelque sorte le statut démoniaque. Ça pourrait être une forme d'équivalent des Makaioshin, mais des mortels qui ont réussi en tout cas à y accéder. Et d'ailleurs, lorsqu'il se bat, Gas, et qu'il matérialise des objets, ça me fait penser à 2 choses. Au pouvoir divin, déjà même à petit niveau, comme Dende, Kami, mais aussi comme sont capables de le faire Kibito en faisant apparaître des vêtements, les divinités plus Kaioshin, voire même Daishinkan qui font apparaître du Kachin ou Kachikachin, le métal là qui est soi-disant indestructible. Ça m'y fait beaucoup penser en matière donc de capacité, mais aussi en matière de posture. Lorsque Gas va se battre avec son espèce de canne, j'ai vraiment l'impression de voir Whis en train de se battre. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il a le niveau de Whis, je pense que Whis claque mais avec un petit doigt ce fameux Gas, mais il y a une aire de ressemblance lorsqu'ils se battent un petit peu. D'ailleurs, en parlant de se battre, on va vraiment pas perdre de temps dans ce chapitre-là. Le vaisseau de Granola est coupé en 2,
Donc quid de Hotmeal? Est-ce qu'il a été lui aussi foiré ou est-ce qu'il a été épargné par ce rayon laser là de Gas? D'ailleurs, je vois aussi pas mal de questionnements de personnes qui se disent oui mais attends, lorsque Granola est devenu le plus puissant, il fait des techniques de sniper, il fait du simili Akai, il fait du simili ultra instinct, et pourquoi est-ce que Gas ne fait pas ça pour le moment? J'ai envie de vous dire, il y a deux options, et on pourrait même les joindre. La première, c'est de se dire que déjà le combattant, une fois qu'il a réalisé ce vœu, va se battre à sa propre manière. On n'a pas demandé à Torombo d'apprendre à Granola et à Gas à se battre avec telle et telle technique. Donc chacun fait avec ce qu'il sait faire en utilisant le réservoir fraîchement rempli d'énergie de la part de Torombo. Mais ça reste ses propres techniques. Donc je me dis que Gas, de base, devait déjà probablement savoir matérialiser des armes et ce genre de choses. Et Granola, lui, a fait du sniping. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement de se dire que ça vient tout juste de commencer, donc Gas est potentiellement capable, plus tard aussi, lorsqu'il ressentira un besoin de destruction, tout comme Granola le ressentait, de tendre sa main et de faire un simili Akai sur Goku, Vegeta et Granola. Donc je pense que la porte n'est pas fermée non plus. Du coup j'ai beaucoup aimé cette manière-là de se battre, de matérialiser un espèce de trident, sauf que là il y a 4 lances au bout, d'empaler Granola, la violence de ces pages-là, même s'il n'y a pas du sang qui pisse dans tous les sens, mais c'était plutôt pas mal. La dynamique du combat, le fait que l'on ressente vraiment le fait que Granola sur son visage souffre, la tension, le fait aussi, et ça c'est très important de le souligner, il y a un combat qui commence, alors qu'on avait presque l'impression, même si on n'était pas dupe, on savait que ça allait pas terminer, on avait presque une situation de fin d'arc avec Granola. Il manquait plus qu'il se serre la main et lui fasse la morale, et on pouvait terminer l'arc Granola. Alors ça aurait fait un arc de merde, mais ça aurait pu. Et du coup, on en arrive sur une situation de dénouement de combat entre les plus puissants de l'univers, si on met de Broly de côté, Goku, Vegeta et Granola. Ils sont tous épuisés, ils n'ont reçu presque aucun soin, et il arrive un nouveau mec le plus puissant de l'univers. Donc là, il y a deux facteurs très importants, c'est que même si Goku, Vegeta et Granola sont à fond, Gas est meilleur que eux, mais en plus, il les prend au pire moment, vu qu'ils ont plus de jus. Et ça, je trouve que c'est une situation assez atypique pour Dragon Ball, et assez plaisante une nouvelle fois à voir, avec cet enchaînement de masterclass de la part de Gas, lorsqu'il va voir que Goku lui fonce dessus, il va même pas aller le tarter ou quoi, il va juste claquer des doigts. Ça montre la suprématie du personnage, ce côté quasi divin que l'on peut ressentir en Gas, et un petit peu à l'instar d'un Kaio qui peut faire apparaître des aux bras et aux jambes de Goku, il va faire apparaître des espèces de cubes métalliques extrêmement lourds qui vont l'attirer avec la gravité vers le sol, et il ne peut pas se relever. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup la manière de se battre de Gas. Là, on en arrive à un moment du chapitre où Gas va discuter, mais ça va durer 10 secondes, littéralement. Il va demander vite fait ce qui est arrivé au Saiyan, vite fait ce qui est arrivé à Bardock. Il ne parle pas pendant des heures. C'était un défaut de Granola, qui parlait beaucoup trop pour quelqu'un qui avait une revanche à prendre. Gas va droit au but. Donc peut-être, mes très chers devins, que les défauts que j'ai trouvés au combat de Gas, et qui étaient un petit peu trop récurrents dans Dragon Ball Super, un ennemi qui parle un peu trop, un ennemi ou en tout cas un adversaire, peu importe, qui révèle un petit peu trop ses points faibles et ses points forts, parce que révéler ses points forts, ça devient une faiblesse au final, vaut mieux les cacher pour éviter toute stratégie de contre-attaque, mais aussi on avait un adversaire qui ne maîtrisait pas bien ses pouvoirs, comme beaucoup d'autres adversaires de Dragon Ball Super, et franchement j'en avais marre. Là, regardez, on a un Gas qui est extrêmement froid, droit au but. Au début, ça commençait à parler, il a tendu son doigt, il a envoyé un putain de rayon laser pour tous les tuer. Il a pris 10 secondes à tout casser pour savoir ce qu'il était advenu de Bardock à l'époque. Il a réussi à comprendre immédiatement que Goku est le fils de Bardock, on n'a pas passé par 3000 chemins pour y arriver, ils ont la même tête, il a la frustration, il fait le lien, et en plus de ça, il est déjà combattant de base. Contrairement à Granola, qui certes est un chasseur de primes, mais on a vu qu'il perdait face à Gas adolescent, et Granola était un bon combattant, mais voilà, à la limite, pour se battre face au 7-3 au début, parce qu'il connaissait déjà leurs points faibles. Il avait quelques cartes sympathiques à jouer, mais je me demande si Granola de base pouvait même tenir face à Tenshin Han, sincèrement, avec toute la maîtrise et l'expérience que Tenshin Han peut posséder. Donc là, on a un mec qui est solide psychologiquement, et qui peut-être physiquement l'est aussi, pour pouvoir, pas tout de suite se maîtriser à 100%, c'est pas ça que j'attends de lui, mais arriver à comprendre où sont ses limites, arriver à les gérer, et arriver à ne pas arriver dans une situation d'implosion à la Moro ou de se laisser battre par l'expérience de Vegeta qui a parlé face à Granola par exemple. Je pense que là, on peut le tenir, cet adversaire sérieux, face auquel il va falloir sortir absolument tous les grands moyens pour lui mettre un terme. Et donc il va nous montrer sa panoplie d'attaques, en tout cas d'armes qu'il peut matérialiser. J'ai vraiment l'impression que ce n'est qu'un début, et je trouve ça très bon comme idée, c'est un peu comme les Green Lantern par exemple, matérialiser des armes. C'est quelque chose d'ailleurs les armes qui manquent à Dragon Ball, en même temps on n'en avait pas vraiment besoin, mais la manière dont Gas les utilise, les fait apparaître,
me semble très pertinente vu que l'arme est extrêmement solide. Il aura fallu un SCJ Blue pour la briser, qu'elle permet de donner lieu à des situations de tension extrême comme Son Goku qui a failli se faire découper en deux comme un ficello, d'avoir des pouvoirs qui nous paraissent vraiment atypiques, de ne pas avoir des armes qui nous semblent ridicules, loin de là. Ça donne un côté très bestial à ce combat-là, ça permet de varier la chorégraphie de combat et pas juste avoir des enchaînements qui ressemblent aux arts martiaux traditionnels, mais d'avoir des variantes de ces dernières, et aussi en parallèle d'avoir quelques éléments sympas, comme le fait que face à Gas, l'être le plus puissant de l'univers, il y a un personnage qui va arriver à tirer une épingle de son jeu, on l'attendait pas sur ça, c'est Monaito. Monaito qui arrive devant les cubes qui sont en train d'étreindre Son Goku, et qui en 2 temps 3 mouvements, alors que pourtant il avait du mal à soigner une petite blessure, va arriver à les faire disparaître. Chose que Son Goku lui-même n'est pas capable de faire, ni même Granola. Je pense que ça c'est un indice, un gros indice. Et des indices sur Monaito, on en avait déjà d'ailleurs auparavant, avec le fait qu'il porte une cape et la canne très particulière des divinités Namek, comme Kami et Dende, et j'ai l'impression que l'on est en train de nous dire que la puissance ne fait pas tout. Monaito se ferait rouster par Gas, mais Monaito a sûrement, peut-être même sans s'en rendre compte à les savoir, à l'instar de Dende, développé du ki divin. Il a également ses propres capacités Namek, et en plus, on nous a fait le suspense en début d'arc, et ça avait été repris par Toyotaru et son éditeur Uchida lors d'une interview vidéo, comme quoi les Namek ne proviennent pas ni de l'univers 7 ni du 6, mais qu'ils viennent d'ailleurs. C'est un énorme mystère de Dragon Ball et un chamboulement aussi, et moi je vous avais fait ma petite théorie comme quoi les Namek pourraient être des fragments de Zarama, le dieu dragon. Le dieu dragon ayant créé les Super Dragon Ball, et ça expliquerait la similitude de leur pouvoir. Ki divin, possibilité de tailler et de créer des Dragon Ball, invoquer un dragon, de pouvoir le réparer. En tout cas, je pense que là, ils viennent de nous montrer un indice clair à ce sujet, et si on réunit tous les éléments que je viens de vous présenter à ce sujet, je pense que ça expliquerait pourquoi un mec qui a peut-être 500 unités aujourd'hui maximum de combat arrive à déjouer les tours de passe-passe de Gas avec une belle facilité, il faut le dire. Du coup, on en arrive sur un postulat, un nouveau postulat qu'on voyait venir de loin, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Des fois, dans une œuvre, il peut arriver quelque chose de prévisible, mais d'agréable malgré tout, à savoir que Granola va se ranger du côté de Goku et Vegeta, qu'il a compris la supercherie, qu'il a compris ses erreurs, qu'il a compris l'état psychologique des hitters, celui de Monaito tout particulièrement. Monaito lui-même va demander à Goku, et sous-entendu à Vegeta, de protéger Granola qu'il considère comme son fils, et ce combat me plaît beaucoup entre Granola et Gas parce qu'il n'est pas du tout un combat extrêmement spectaculaire comme le Vegeta Wagamama face à Granola. Au contraire, il est plus un combat comme Vegeta, Super Saiyan 2 face au Petit Bout dans le Kaioshinkai. Un combat perdu d'avance, un combat dans lequel Vegeta tente le tout pour retenir l'adversaire, tenter quelque chose pour la survie, pour l'honneur, pour la mémoire de sa propre mère, pour tout ce qui compte derrière lui, même s'il sait de base qu'il n'est pas en état physique ni à son plein niveau de puissance pour pouvoir espérer lui tenir tête. Cette fameuse scène, surtout dans l'anime qui nous a marqué de DBZ par exemple, où Vegeta montrait au Petit Bout qu'il était mort et qu'il n'avait pas peur de lui. Après tout, de quoi un mort pourrait-il avoir peur? Et on avait presque ressenti de la peur en Majin Buu. Là, Gas ne ressent aucune peur, mais malgré tout, il a face à lui un guerrier qui lui tient tête, qui ne baisse pas les bras et qui tente le tout pour le tout, et même si la cause est perdue, j'aime la manière dont ça nous est montré, dont c'est développé, dont la tension monte, dont la pression également est en train de s'élever, et on sent qu'au fil des secondes et des minutes, tout devient perdu. En plus, avec ce regret de se dire que si Vegeta, Goku et Granola s'étaient parlé de base, au lieu de se battre, Gas devrait faire face à un Granola pleine puissance, à un Goku ultra instinct et à un Vegeta Wagamama, il ferait peut-être moins le malin. Parsemer ces scènes de combat de flashbacks très intelligents, il y a eu un flashback pile au moment où je ne m'y attendais pas, avec une scène un petit peu à la Sasuke qui s'entraînait avec Itachi, vous savez, à lancer des shurikens et des kunai. Sauf que là, le petit Granola est en train de sniper, quoi de plus naturel. Les hitters qui sont revenus sur la planète Cérel pour converser avec Monaito, imposer leur domination, leur faire comprendre que Granola travaillera sous la coupole des hitters. Franchement, que demander de plus, j'ai envie de dire. Le lore de cette histoire, le fond d'histoire derrière Granola est de plus en plus étoffé. Certes, on n'a pas tous les détails, mais je me dis que vu la belle prise en main de l'arc dans le chapitre 78 et même dans les précédents, c'est très rassurant concernant l'avenir de cet arc-là. Je ne peux pas vous dire que ça sera le meilleur arc de Dragon Ball ou de Dragon Ball Super parce que je ne l'ai pas lu entièrement et vous non plus, mais franchement, on est bien parti pour avoir un prétendant au titre de meilleur arc de Dragon Ball Super, d'avoir le meilleur développement d'histoire, d'avoir le plus d'équilibre, scénario, action, humour, ça a l'air vraiment pas mal, et même développement de l'univers de Dragon Ball avec ces fameux Namek qui ne viennent pas de l'univers 7. Donc vraiment je suis ravi par ce chapitre 78,
Vraiment beaucoup plus que lorsqu'on a eu un Vegeta Wagamama et tout ça, parce que moi j'étais très content de voir Vegeta Wagamama, de le voir évoluer, de le voir badass, mais comme je vous l'avais dit dans mes précédentes reviews, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau quoi dans Dragon Ball? En quoi Dragon Ball venait de passer un nouveau cap? Pas forcément, en tout cas pour Dragon Ball Super. Là je sens qu'un nouveau cap en matière d'écriture est apporté à DBS, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Enfin bon, tout ça pour en arriver sur la fin de chapitre qui a mis la barre très haute. Et d'ailleurs, félicitations au poteau Boo Fighters, s'il passe par là je le salue aussi, qui avait fait la théorie du fait que Vegeta non pas allait chercher le Senzu, ça on avait tous théorisé dessus, je vous en avais parlé sur Twitter, sur YouTube, je pense que tous les youtubeurs, même si j'ai pas vu leurs vidéos, ont dû en parler. Et sans parler de youtubeurs, parce qu'il n'y a strictement aucune suprématie sur Dragon Ball ni sur aucun autre sujet des youtubeurs, je pense que vous tous, qui avez tout autant de valeur que n'importe lequel des youtubeurs si ce n'est plus, eh bien vous y avez aussi pensé. Mais Boo Fighters est allé un petit peu plus loin sur la théorie, parce qu'il s'est dit, le Senzu, Vegeta va le donner à Granola. Pour avoir cette symbolique forte du peuple qui s'est frappé à l'époque il y a 40 ans, qui se frappe de nouveau aujourd'hui lors de l'échange Goku-Granola, Vegeta-Granola, mais qui va mettre un terme à cette querelle, malheureusement beaucoup trop tard, mais qui va le faire tout de même, qui va réunir les deux lignées, peut-être pour se battre face au Eater, face à Freezer, face aux deux, allez savoir, et un peu à l'instar du lien qu'il y a pu avoir entre le roi Vegeta et Paragus, qui s'est reporté en combat entre le prince Vegeta face au fils de Paragus Broly, pour ensuite en arriver sur un état des lieux à la fin du film où ils sont plutôt tous potes, eh bien on a un peu la même situation qui se produit ici, des griefs du passé qui ressurgissent dans le présent et qui vont se conclure par une forme de solidarité entre deux peuples qui au final ont subi en tant que martyrs à cause des mêmes tyrans. Et c'est ce qui va se passer. On va avoir une phase où, encore une fois, c'est Son Goku qui va avoir la bonne idée, parce que oui, relisez bien, et j'avais déjà présenté cela dans une précédente vidéo, il y a peut-être 4 mois en arrière, je ne sais plus, Son Goku dans l'arc Granola, contrairement aux apparences, a énormément de bonnes idées avant même Vegeta, mais on s'en rend pas trop compte parce que c'est vrai que quand il est dessiné, il fait des têtes un petit peu débiles, il ouvre la bouche et les yeux écarquillés, mais malgré tout, sur le papier, les idées proviennent souvent de Son Goku, les bonnes remarques, comme voir que Granola fait du haka et se téléporte, c'est Son Goku, et là, c'est Son Goku qui a l'idée de récupérer le Senzu que Vegeta lui-même possédait, ce qui fait passer Vegeta pour un être un petit peu bête, permettez-moi de le dire. Et du coup, Vegeta se demande ce qu'il est advenu de ce Senzu, est-ce qu'il a été désintégré dans le combat, quand même, c'est les pouvoirs de Dieu de la destruction, est-ce qu'il a été jeté dans la nature et il sera perdu, bref, il y retourne, et le Senzu est intact. Alors vous allez me dire, c'est la magie du scénario, ça me dérange pas, sincèrement ça me dérange pas. On a eu cette petite phase d'humour, là où Son Goku va dire à Vegeta, c'est toi qui vas bouffer le Senzu parce que moi j'en ai déjà eu un, tu le mérites, et refais-nous cette transformation dans laquelle t'as le visage qui nous fait peur. J'ai trouvé que la phase d'humour était pas la plus pertinente de tout le chapitre. Autant tout l'humour du chapitre était bienvenu, celui-ci où Goku va commencer à cligner de l'œil, faire un pouce levé alors que tout le monde est en train de crever, Granola est aux portes de la mort, si ce n'est déjà mort, on sait qu'il est pas mort mais je veux dire Goku le savait peut-être pas. T'as Vegeta qui va s'agacer de la situation comme si on était au tout début du film des Best Broly, vous savez quand il s'énerve il va se rapprocher de près en lui disant mais pourquoi t'as ressuscité Freezer. J'ai trouvé que vu le moment de tension, c'était pas forcément la meilleure phase d'humour pour venir décompresser un petit peu. À la limite, j'aurais préféré une bulle dans laquelle Son Goku y pense tout seul à cette transformation qui fait peur de Vegeta, ou alors qu'il le dise à Monaito, pensant que Vegeta ne l'entend pas en disant oui, il va faire sa transformation à la tête qui fait peur, pendant que Vegeta démarre son envol vers le Senzu et qu'il l'entende et qu'il grince des dents. Mais là, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop gros. Enfin bref, c'est qu'un détail. Et du coup, Son Goku redevient extrêmement sérieux, vous le voyez à son visage, il s'interpose entre Granola et Gas. Gas, en créant cette fois-ci une épée, il veut en terminer avec le fils de Bardock. Goku, qui malheureusement n'aura pas reçu les soins maximaux, mais avec un petit peu d'aide de la part de Monaito, va passer en Super Saiyan Blue, malgré tout, c'est pas mal, c'est très louable de la part de Son Goku. Il va même arriver à stopper le coup de Gas, certes Gas est loin d'être à fond, tandis que Goku faisait tout ce qu'il pouvait. Il va briser son épée, et là on ressent quelque chose de très pertinent, c'est une nouvelle fois le Son Goku qui ne va pas se faire avoir deux fois par la même chose. Lorsqu'il voit une technique, il arrive à passer outre ensuite, même s'il est moins fort que son adversaire. Ça ressortait ici, ça transpirait, et c'était très bienvenu de la part des auteurs. Le combat va être très stylé, je trouve d'ailleurs qu'il y aura une phase qui ressemblera pas mal au Hakai qu'il a pu tenter de faire face à Gatai Zamasu dans le manga. Il a pas dit Hakai ici, donc je pense pas que ça en était. Gas, tout en prestance, va continuer à changer d'armes, il va en utiliser plein. Je trouve que c'est extrêmement bien pensé de varier les styles de combat. Limite, toutes les pages, il y a un nouveau style de combat de la part de Gas. J'apprécie vraiment beaucoup la lecture, en plus avec une bonne lisibilité, jusqu'en arriver à la défaite, que l'on voyait arriver de loin gros comme un camion de Son Goku, et c'est normal. Granola qui est complètement KO au sol. Vegeta qui a trouvé le Senzu en parfait état et qui ne va pas le partager en 3, ne va pas le partager en 2, ne va pas le consommer tout seul.
il va le donner à Granola. Et d'ailleurs, la case que je vous affiche, je trouve qu'elle est absolument magnifique, en matière de symbolique et aussi de dessin. La phrase aussi que va dire Vegeta à Granola, il va lui dire « Granola, lève-toi et brille ». Si à ce moment-là de la lecture, et que vous avez lu tous les précédents chapitres de l'arc Granola, que vous connaissez toute l'histoire de Granola, le lien funeste, Saiyan-Céralien, et que la lecture de cette phrase dans ce contexte-là ne vous fait rien, je pense que Dragon Ball Super ne pourra plus faire grand-chose pour vous. Malheureusement, c'est pas une pique, ni une attaque, ni une critique, mais c'est vraiment ce que je pense, hein, profondément. J'ai trouvé ce moment extrêmement fort. Bon, derrière, on en revient sur quelque chose de plus classique. On a Granola qui va se demander quel est ce Senzu, à quoi ça sert. Il se rend compte également de la fierté, de l'honneur de Vegeta et de Goku. Vegeta, je le rappelle, il y a 1 ou 2 chapitres en arrêt, un truc comme ça, il se tenait droit debout face à Granola. Il avait dit, bon, mais finalement, mourir doit être mon destin aujourd'hui. Et il souriait face à la mort, alors qu'il avait un Senzu potentiellement récupérable. Là, Granola est en train de se rendre compte de la force, de la bonté et de l'honneur qu'ont les Saiyans désormais. Du coup, il est en train de prendre une nouvelle claque, mais dans le bon sens du terme, psychologiquement d'ailleurs. Très sûrement qu'il va dévorer ce Senzu. On a également Vegeta qui le remotive psychologiquement, en lui disant, dépêche-toi de le bouffer et d'aller mettre un terme à cette querelle. Querelle, c'est un bien piètre mot, mais vous m'avez compris, face au Eater, et on sent qu'il y a un gros déclic en Granola. Et là, du coup, il va très sûrement utiliser le Senzu, et j'ai envie de dire, il y a 2 options. La première, c'est soit il revient au même niveau que celui où il était, et ça sera pas suffisant par rapport à Gas, ou alors il y a l'option du power-up un petit peu magique et tout ça, le pouvoir de l'amitié, de la solidarité, de l'amour, et pourquoi pas le Zenkai Boost. Alors là, vous allez tous crier au scandale parce que c'est typiquement Saiyan, mais j'ai envie de dire, rien ne contre-indique dans Dragon Ball que les céréaliens n'aient pas une capacité similaire aux Saiyans, de frôler la mort et de revenir plus fort. Surtout que ça servirait le propos de Vegeta. Il y a 3-4 chapitres en arrière à peu près, il disait bien, en utilisant le Wagamama à Granola, on aurait dit presque une leçon, que plus Vegeta combat, plus il devient fort. Il lui disait même, à force de te combattre Granola, je suis en train d'évoluer. Il lui disait que les fois dans sa vie où il a frôlé la mort l'ont aussi aidé. Est-ce que Granola ne pourrait pas réappliquer à sa sauce également cette capacité-là? Peut-être même que le vœu de Torombo lui a donné la capacité d'obtenir des Zenkai et d'évoluer au combat, que ce n'était pas une capacité alors céréalienne, mais qu'il a acquise grâce au vœu. Ce vœu lui a quand même donné des formes de Hakai et d'Ultra Instinct, j'ai bien envie de dire que le Zenkai Boost, c'est qu'un petit détail, c'est une cacahuète. Donc pourquoi pas avoir ce Granola qui va se remotiver? Je pense que ça serait pertinent d'apporter encore une fois un nouveau niveau de puissance à Granola, mais je donnerai malgré tout Gas vainqueur, parce que je pense que l'arc va encore continuer un bon moment. Je pense que cet arc-là est calibré, je me trompe peut-être, hein, attention, mais je pense qu'il est calibré pour durer au moins jusqu'au film super-héros. Je pense qu'ils vont faire coordonner les 2 calendriers, film, fin de Granola, sachant que le film sort en 2022. Et j'ai du mal à voir cet arc-là presque démarrer sur la planète céréale, se dérouler sur céréales et finir sur céréales. J'ai l'impression que ça va être un arc un petit peu comme l'arc Moro, avec la Terre impliquée, avec planète Namek, avec d'autres planètes qui sont bouffées, comme on a vu la planète de Pupui et tout ça. Je pense que la menace des Eaters devrait obtenir sa victoire sur céréales, tout en permettant aux héros de pouvoir s'évader de ces lieux, en récupérant Hotmeal, en prenant Granola, Monaito, Goku, Vegeta, et en partant de là, pour faire dériver la menace bien sûr vers la Terre, pour également inclure Freezer dans l'histoire, pour peut-être avoir une confrontation Freezer face au Eater, et pour avoir plusieurs parties prenantes, pour voir plusieurs décors, parce que imaginez que cet arc-là soit en animé, là on a le décor un petit peu forestier terrestre de céréales, et le côté urbain, à la fois primitif, avec les vieilles vies céréaliennes et la ville des Shugariens, mais ça fait 3 décors, ça casse pas 3 pattes à un canard comme on aime bien le dire. Du coup j'aimerais bien un petit peu de variation. J'aimerais bien, là je sais que ça n'arrivera probablement pas dans cet arc-là, mais un peu comme c'était proposé avec Majin Buu justement, où tout d'un coup le combat s'est projeté sur le Kaioshinkai, l'animé avec les fillers avait même pensé à ramener Buu dans le monde des morts et je trouvais ça plutôt pertinent, et bien d'avoir un combat qui pourrait se déporter dans des lieux inattendus, par exemple sur la planète de Beerus. Ça serait difficile à expliquer, à mettre en place, mais justement c'est ça qui est intéressant, avoir de l'ingéniosité, de l'ambition et qu'elle soit réussie. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette review, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Pour ma part, ça a été un réel et pur plaisir de vous partager ce que j'avais à vous dire par rapport à ce chapitre-là, mais je pense qu'on va pas en rester ici, je pense que d'autres vidéos sur le chapitre 78 arriveront, parce que j'ai quand même quelques autres sujets que j'aimerais approfondir un petit peu plus. La review étant longue, comme d'habitude, vous le savez, cette fois ne fera pas exception, il y aura bel et bien un mot de passe pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le petit mot de passe Gas la Gambasse, parce que vous avez vu, il était chétif comme une crevette il y a 40 ans, il a fait un vœu, il a grossi, il a triplé de volume, alors on avait déjà Torombo, pour ceux qui se rappellent des mots de passe, on avait Torombo la crevette, mais cette fois-ci on va passer sur Gas la Gambasse, n'hésitez pas à me dire ça en zone commentaire. Merci pour toutes les bonnes ondes que vous envoyez à ma chaîne YouTube, merci pour votre fidélité, pour les pouces bleus, les abonnements, la cloche des notifications, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur,
et à plus pour de prochains arts divinatoires.